Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, mon ami Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très Il y a bien. la forme. Oui, ça Et des va. activités, t'es sur quoi en ce moment? Hein? T'es sur quoi en ce moment comme activité extra-professionnelle? Activité extra-professionnelle. Pas de lecture? Non, je suis en train de préparer mon déplacement à l'étranger pour le 31. Mais ça c'est professionnel, ça tu vas dans le cadre Oui, de vos là, c'est conventions professionnel, internationales oui. pour les syndicats. Oui, mais je suis en train de faire des recherches aussi dans le cadre de... Parce que j'ai envie d'écrire un livre sur la géopolitique. Le titre sera «L'Afrique au concert des nations, la géopolitique du silence». C'est pour essayer d'analyser le fait que l'Afrique soit totalement absente des grands enjeux géopolitiques du moment. Si on prend le cas sur le plan économique, la guerre commerciale que se livrent les grandes puissances, l'Afrique ne fait que subir les effets, donc elle n'a pas les moyens de riposter d'une quelconque manière. Sur le plan de la technologie, les questions sur l'intelligence artificielle, sur les puces, sur les ordinateurs quantiques, tous ces grands sujets-là technologiques, sur les voitures électriques, etc. Là aussi, malheureusement, l'Afrique est totalement absente. Sur des questions de recherche de conflits pour la paix, parce que l'Afrique est toujours en proie à des guerres, elle ne parvient pas elle-même à imposer la paix dans son propre continent. On le voit à l'est de la République démocratique du Congo, où Donald Trump a annoncé qu'il y aura une signature d'un potentiel accord entre Kinshasa et Kigali. Ça pourrait se faire à Washington, même si la date n'a pas encore été donnée. On a la guerre au Soudan depuis 3 ans. Dans laquelle l'Union africaine est totalement impuissante. Alors que depuis 3 ans, 2 fois par an, tous les 6 mois, il y a un grand rassemblement des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie. On a assisté au renouvellement même de la Commission de l'Union africaine, mais aucun mot sur ces conflits-là. Donc j'essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui explique l'impuissance du continent africain, alors qu'on dit tout le temps que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Continent d'avenir parce qu'elle a des ressources, elle a des matières premières qui sont convoitées par toutes les grandes puissances. Elle est le continent d'avenir parce que, contrairement aux autres continents qui font face à des problèmes, à des défis démographiques très importants, notamment le vieillissement accéléré de la population, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, en Inde, ce n'est pas encore le cas, mais ça va forcément y arriver. Certains pays d'Asie du Sud-Est aussi sont déjà en proie à un vieillissement accéléré de leur population. Vous prenez la Corée du Sud, vous prenez le Japon, vous prenez le Vietnam. Donc, tous ces pays-là, or l'Afrique a plus de 65% de sa population qui a moins de 35 ans, et une population qui est donc très jeune. Et donc, malgré toutes les catastrophes qu'on aurait pu annoncer, notamment celle de l'ère Covid, le continent qui s'en est le mieux sorti sur le plan de la mortalité globale, c'est le continent africain. Et le continent est toujours à la traîne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan technologique. Donc, qu'est-ce qui explique que l'Afrique soit totalement en incapacité de pouvoir occuper une place, à mon avis, une place plus importante sur ces questions majeures-là, sur ces défis majeurs-là. Donc c'est ce travail-là de recherche que je suis en train de faire pour essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que l'Afrique est incapable d'être, d'être au centre de l'histoire, alors que normalement, elle a tous les atouts pour jouer un rôle majeur dans tous ces défis-là, des défis technologiques, des défis environnementaux, des défis économiques, parce que l'Afrique est un gros pourvoyeur de matières premières, et on n'a même pas encore exploré tous les potentiels dont ce continent-là regorge. Et donc, même si tout le monde dit dans 2100, 2150, l'Afrique, c'est peut-être ce continent-là qui va dominer le monde, mais on ne voit pas les signes à mon sens, qui pourraient annoncer cette hégémonie ou cette évolution future-là. Donc, j'essaie un peu de comprendre pourquoi est-ce que depuis plus de 60 ans que nos pays sont indépendants, on ne parvient toujours pas. On est à la ramasse, comme on dit. Voilà, on est toujours à la ramasse. L'actualité internationale est marquée par quoi? On va s'intéresser au déplacement de Donald Trump dans les Émirats, dans la péninsule arabique. Il était en Arabie Saoudite
hier. Aujourd'hui, il va au Qatar. Demain, il ira aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est un voyage sur 3 jours. C'est son premier grand déplacement à l'étranger depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. C'est un peu comme il y a 8 ans. Il avait aussi fait son premier déplacement à l'étranger, toujours dans la péninsule arabique. C'est pour montrer que pour Donald Trump, les partenaires qui comptent à ses yeux, ce sont les partenaires qui investissent aux États-Unis. Ce sont des partenaires économiques. Bon, la Chine, il y a des tensions, donc il ne pouvait pas réserver son premier déplacement vers la Chine, mais il est clair que derrière chaque déplacement de Donald Trump dans ces pays-là, il y a toujours de gros contrats, il y a toujours de grosses annonces en matière de politique régionale et tout. Et puis, il faut aussi savoir que, à la différence d'il y a 8 ans, ce déplacement dans la péninsule arabique se fait dans un contexte particulier avec la négociation sur le nucléaire iranien. Les Américains sont en pleine négociation avec Téhéran, justement, pour trouver un accord qui pourrait à la fois permettre de préserver les intérêts des Iraniens sur leur volonté d'accéder à cette technologie-là, la technologie nucléaire, tout en garantissant aux Occidentaux et à leurs alliés, notamment l'allié israélien, le fait que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Dans un contexte particulier avec le Yémen, où les États-Unis ont bombardé, notamment toutes ces dernières semaines, des positions des Houthis. Ils ont, avec l'appui d'Israël également, qui a bombardé l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen, ces tensions-là, aussi sur la mer Rouge, où les rebelles Houthis attaquaient tous les navires qui passaient par la mer Rouge pour se rendre du côté d'Israël. Donc les Américains ont annoncé qu'ils sont parvenus à obtenir un accord de cessez-le-feu avec les Houthis yéménites. Donc, ça aussi, c'est cette particularité-là. Et puis, il y a la question de Gaza où Israël a annoncé, en dépit du fait que il y avait des négociations à Doha, Israël a décidé d'intensifier la guerre à Gaza et a décidé de rappeler un certain nombre de soldats qui étaient notamment prépositionnés au niveau du nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Ils ont décidé de les ramener vers la bande de Gaza et Benjamin Netanyahu, au cours d'une réunion de son cabinet de guerre, a décidé donc d'intensifier la guerre, malgré les réticences de l'opinion publique israélienne, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore une cinquantaine d'otages morts ou vivants, ou cinquantaine d'Israéliens, détenus encore par le Hamas, et Benjamin Netanyahu semblerait avoir tiré une croix sur le fait de pouvoir récupérer ses compatriotes-là vivants, pour ceux qui le sont encore, même si hier, il y a eu la libération d'un d'entre eux, un Israélien, un américano-israélien, grâce justement aussi au soutien de Donald Trump, à l'influence de Donald Trump, c'est lui qui l'a annoncé. Et donc, c'est dans ce contexte-là extrêmement tendu que Donald Trump a fait ce déplacement en Arabie Saoudite. Et là-bas, il a fait une annonce importante. D'abord, sur le plan économique, il est totalement heureux. Il y a eu des signatures de gros contrats dans l'aviation civile et militaire, notamment pour 142 milliards de dollars. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite a acheté des F-35 et des Boeing pour sa flotte civile et militaire, et Riyad a décidé d'injecter 20 milliards de dollars supplémentaires dans la recherche, dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, ces annonces-là, évidemment, ont fait bondir de joie Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle il a toujours privilégié ses déplacements dans cette partie du monde-là, parce que il voudrait que d'ici la fin de son mandat, l'Arabie Saoudite injecte environ 600 milliards de dollars dans l'économie américaine, et même il se donne comme objectif de passer même de dépasser les 600 milliards, voire même atteindre 1000 milliards d'investissements, 1000 milliards de dollars d'investissements saoudiens aux États-Unis. Et à côté de cela, il a aussi, à la demande pressante, notamment de Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, il a en quelque sorte il a accepté de rencontrer un certain nombre de personnalités, à savoir Mohamed Al-Sharraj, qui est l'homme fort de la Syrie, de rencontrer également Mahmoud Abbas et le président libanais Michel Aoun. Concernant
Donc, Mohamed Al-Sharraj, il l'aurait rencontré environ un quart d'heure et à la suite de cet entretien, il a annoncé que les États-Unis allaient lever la totalité des sanctions qui pesaient sur la Syrie depuis 2011 afin de, selon ses mots, lui donner une chance de grandeur, donc de permettre à la Syrie de véritablement amorcer son développement. Il faut savoir que ces sanctions américaines bloquait véritablement, enlisait d'un point de vue économique et technologique la Syrie, puisqu'elle était énormément limitée dans ses capacités à pouvoir soit mobiliser des fonds, soit attirer des investisseurs, soit mettre en place, pouvoir utiliser des technologies qui seraient en partie ou totalement américaines. Donc, et aussi pour utiliser le système SWIFT pour faire les transactions, pour les transactions financières. Donc, pour toutes ces raisons-là, en raison de cet embargo, de ces sanctions-là, la Syrie voyait un peu son développement économique en quelque sorte bloqué. Donc ça, c'est une annonce qu'il a faite. Il a encore essayé de réitérer, il a réitéré bien entendu la volonté de voir l'Arabie Saoudite intégrer les accords d'Abraham, mais il est parfaitement conscient qu'il a reçu un non catégorique de la part de Mohamed Salman, parce que Mohamed, le prince héritier d'Arabie Saoudite, estime que Israël continue de bafouer le droit international et continue de mettre en danger la vie des Palestiniens sans offrir de perspectives politiques claires concernant la mise en place d'un probable État palestinien. Et donc, pour ces raisons-là, l'Arabie Saoudite reste encore extrêmement réticente à tout rapprochement possible avec Israël. Donc, cette question-là, même si elle n'a pas été abordée de manière publique, mais on sait qu'en privé, la question de la situation de Gaza, et notamment celle du peuple palestinien, qui depuis déjà 6 semaines est totalement coupé du reste du monde par Israël. L'aide humanitaire n'y est plus acheminée. L'ONU encore, au cours d'une communication faite, a lancé un cri d'alarme concernant la situation humanitaire qui serait catastrophique et a appelé Israël à respecter les normes internationales en matière de droit international humanitaire pour que rapidement l'aide puisse être de nouveau acheminée dans la bande de Gaza où près de 2 millions de personnes font face à des risques réels de famine. L'ONU a estimé que si rien n'est fait d'ici la fin du mois, près de 500 000 Palestiniens seraient touchés par la famine. Donc, il y a un vrai danger à ce niveau-là. Et donc, Mohamed Ben Salman a essayé de mettre la pression en quelque sorte sur Donald Trump pour que celui-ci puisse essayer de faire infléchir les positions de Benjamin Netanyahu. Mais évidemment, on ne sait pas exactement quelle réponse Donald Trump lui a donnée, mais ce qui est clair, c'est que cette question-là a été véritablement au centre des discussions entre le leader saoudien et le président américain. Et donc, cette tournée en Arabie Saoudite, l'étape de Riyad s'est achevée ce matin. Aujourd'hui, il se rend à Doha, au Qatar. Il va y passer 24 heures. Au menu des échanges aussi, bien évidemment, des investissements qataris, il y aura des signatures de contrats et certainement aussi la question des négociations en cours entre Israéliens et Palestiniens sur la bande de Gaza, même si les Palestiniens menacent de quitter les négociations après l'annonce faite par Benjamin Netanyahu de lancer une offensive militaire de grande envergure sur la bande de Gaza pour, selon ses termes, éradiquer les dernières poches de résistance du Hamas. Mais évidemment, après cette étape de Doha, de Doha au Qatar, le président américain va clôturer son périple par Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Là-bas aussi, il y aura bien entendu au menu des business, donc des accords commerciaux à signer et certainement, on l'espère, un certain nombre d'annonces aussi sur d'autres questions, notamment les relations entre ces pays-là et Israël, la question palestinienne toujours qui sera au centre du menu et bien entendu d'autres questions d'ordre bilatéral. Mais ce qui est clair, c'est que on voit bien que par cette tournée-là aussi, il y a un renforcement des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et la volonté américaine de vouloir faire de l'Arabie Saoudite l'acteur majeur de la région au détriment de l'Iran. Donc c'est la raison pour laquelle
il est là aussi pour montrer que les États-Unis sont derrière l'Arabie Saoudite. Et en répondant aussi à un certain nombre de demandes saoudiennes, notamment concernant la situation en Syrie, Donald Trump vient montrer que pour les États-Unis, le meilleur relais en termes d'influence dans la région, c'est l'Arabie Saoudite, et ils entendent continuer à soutenir le royaume saoudien pour en faire l'acteur prédominant de la région, et pour cela, au détriment, bien entendu, de l'autre concurrent qu'est la République islamique d'Iran. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.